Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire euh, en partenariat avec YOL, entre YOL et Axiel. Juste deux petites choses. Ce webinaire est enregistré pour pouvoir à la fin, justement, qu'il y ait un replay pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qu'ils aient quand même le replay de ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais dans le chat. Et on y répondra avec grand plaisir, mais plutôt à la fin du webinaire, si ça vous va. Voilà, je laisse la parole à Guillaume. Super. Merci Sandrine. Donc, Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire que nous avons intitulé Électronique et nouvelle ère spatiale, et notamment faire un petit focus sur l'Europe et donc les forces et les faiblesses et sa position dans cette course technologique mondiale. Donc merci de vous être joints. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver avec plusieurs intervenants de plusieurs sociétés. Donc ça va être un webinaire qui va être un petit peu interactif. Donc voilà, comme disait Sandrine, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si on pourra répondre à tout ça aujourd'hui, mais en tous les cas, on essaiera d'y répondre du mieux possible. Donc aujourd'hui, cette intervention aura lieu. Donc je fais partie de YOL Group, je me présente, je suis Guillaume Gérardin. Et donc aujourd'hui, on vous présentera un petit peu plus tard, on a des intervenants de Keysight, de Wupatech et de AMCAD Engineering. Voilà, donc on va commencer et je ne vais pas m'étaler très longtemps sur... Alors j'espère que le changement de slide va s'opérer. Voilà. oui, c'est bon. Donc juste... Voilà, vous présenterez très rapidement YOL Group, d'où je viens. Donc, on est une société de market research, pardon, et d'analyse stratégique dans le milieu du semi-conducteur. Donc, on fournit des rapports de marché de technologie, on fait aussi des reverse engineering de composants, et on fait aussi de la performance analysis, de l'analyse de performance, pardon, excusez-moi de mon franglais aujourd'hui, notamment pour des optiques, des électro-optiques, mais aussi pour ce qui est de l'électronique de puissance, notamment du compound. Donc voilà, vous avez une petite présentation de la société à la fin pour ceux qui ne connaissent pas. En tous les cas, ce webinaire, je tiens à remercier Sandrine déjà pour l'organisation de ce webinaire. Donc voilà, on intervient avec Axiel. Sandrine, je te laisse peut-être présenter ce petit slide. Oui, alors Axiel, pour vous présenter rapidement, donc je suis Sandrine Beaufils, je suis la déléguée générale d'Axiel Alliance électronique. Axiel qui est une organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de composants et systèmes pour l'industrie électronique. Donc, juste rapidement, quelques petits chiffres. Axiel, c'est environ 120 membres. Ça représente environ 10 000 emplois directs et 70 000 indirects. 50 000 emplois directs, pardon. Les 120 membres représentent 200, donc plus de 200 sites qui sont sur la France, tout ça pour 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, à l'intérieur d'Axiel, on va retrouver des grands groupes, des ETI, des PME, PMI, et puis aussi des laboratoires, des écoles, des clusters, etc. Si on regarde la typologie vraiment des membres d'Axiel, on en a à peu près 50% qui représentent les fabricants de composants, 25% pour les tests et mesures, à peu près, hein, et 25% pour les équipements et services. Voilà, ça c'était une présentation rapide d'Axiel. Après, si tu veux bien sur la slide suivante, Guillaume, juste pour vous présenter les quatre intervenants, donc Guillaume Girardin qui vient de se présenter de chez Lyol. Nous aurons également Sébastien Laurent de chez AMCAD, David Bourdier de chez Keysight et Sullivan Play de Wupatech. Voilà, tous les quatre, vous les voyez, ils ont laissé leur écran en route, allumé. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Je vous retrouve de toute manière à la fin et on répondra à toutes vos questions. Super, merci. Alors, pour vous présenter un petit peu ce webinaire, donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous introduire un petit peu. Alors, j'imagine qu'il y a des personnes beaucoup plus euh, calibrées que moi pour ce marché du New Space, mais je voulais juste vous réintroduire un petit peu ce marché du New Space, un peu les définitions, qu'est-ce qu'on entend par ça, quelles sont les tendances un peu technologiques. Nous, notre côté, à IOL, on a plutôt regardé tout ce qui est... Donc, nous, on regarde plutôt les marchés émergents qui arrivent de manière assez massive, type le déploiement de solutions au niveau consumer
notamment, donc on a vu apparaître ces dernières années au niveau de Starlink, tout ça. Donc c'est vous faire une petite présentation autour de cela et un peu des tendances que l'on a pu voir. Donc on aura oui, Keysight qui va aussi intervenir là-dessus parce qu'ils ont une empreinte assez forte dans ce, dans ce domaine-là au niveau de leurs activités. Ensuite, on aura Sullivan de Upatech qui va nous faire une petite présentation donc sur la société et notamment il va nous faire un retour d'expérience et d'expertise surtout sur ce domaine-là. Et on finira avec Amcad, si je ne me trompe pas, Sébastien. Voilà, pour de la même manière sur tout ce qui est algorithme et optimisation de ces systèmes embarqués pour cette nouvelle industrie. Voilà, donc en gros, sur les prochaines 15-20 minutes, 15, oui, 15 minutes, je vais vous présenter un petit peu ce marché-là. Et ensuite, on embrayera sur les présentations un peu plus euh, de sociétés qui sont avec nous ce soir. Donc, pour faire simple, donc ce new space, c'est ce nouvel espace en français. Voilà, il faut distinguer, c'est que pendant des années, on s'est focalisé sur une industrie qui était plutôt dans du high-end, dans voilà, l'industrie du spatial, de la défense, de la R&D, avec nos orbites géostationnaires, un peu de mid-orbite pour certaines applications. Mais ce qu'on a vu émerger ces dernières années, effectivement, c'est le Low Earth Orbit, donc qui sur des, euh, pardon, des orbites de l'ordre de 500 à 2000 km. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est que les applications que l'on voit dans ce Low Earth Orbit, elles ont pas grand-chose de nouveau, on va dire. C'est un peu c'est plutôt les business models et tout ce qu'il y a autour qui change un petit peu, c'est un changement de paradigme pour aborder ce marché-là. Donc, pour nous, il nous semblait intéressant de remettre un petit peu tout ça dans le contexte. Et notamment, comme l'indique le titre de ce webinaire, c'est de montrer qu'on est dans une véritable course technologique. Et on voulait mettre un petit peu en avant, ben, voilà, en Europe, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'il va falloir faire, et quels sont les points sur lesquels nous pouvons travailler dans le futur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces satellites rentrent dans une structure un peu plus globale de communication, que ce soit terrestre ou aérienne. Et donc, dans les prochaines évolutions, notamment des standards, et ça, je pense que David Bourdier pourra en parler peut-être un petit peu plus. Mais voilà, c'est l'imbrication des futurs standards de radiofréquence. On va avoir des imbrications de différents maillages et aujourd'hui, on verra les applications qui sont drivées actuellement. Donc, comme je vous en parlais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui drive ce new space et qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on est passé d'un marché qui est plutôt gouvernemental, militaire, scientifique, à un marché qui va devenir commercial, qui va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus avec une concurrence accrue là-dessus. Donc en passant, comme je disais, du géostationnaire à le low orbit, on va passer à des lancements qui sont des lancements tous les 6 mois, toutes les années, avec comment dire, des satellites avec des temps de conception qui sont très longs, qui coûtent très cher, à des constellations où on a des lancements quasiment toutes les semaines de dizaines d'unités. Donc pour ça, c'est effectivement, on a réduit, on verra un peu plus tard, on a réduit la taille de satellites et surtout, on a amélioré au niveau technologie tout ce qui est voilà le multi-beam, le beamforming, le mesh pour le coverage, tout ça. Donc il y a vraiment tout ça, c'est pour répondre à des mégatrends globales qui sont sur avoir une connectivité sur la Terre entière. Alors, ça parle aussi pour tout ce qui est le changement de climat, de pouvoir appréhender et d'analyser ces changements climatiques. On peut aussi parler au niveau d'automation, de pouvoir gérer dans des endroits reculés, peut-être faire du remote sur des robots, sur des voitures, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un peu les tendances globales. Et effectivement, on a des marchés émergents commercialement, on va dire, qui arrivent très fortement. Donc typiquement avec Starlink ces dernières années, où une telle société a quand même pu amasser plus de 4 millions d'inscrits, enfin d'adhérents, je sais pas comment on peut appeler ça, de consommateurs, ce qui est plutôt phénoménal. Et surtout, on voit que ça fonctionne bien, ça se démocratise.
Mais là se posent, comme on va le voir un peu plus tard, des problèmes au niveau de, ben, voilà, ces réseaux-là, c'est opéré par certaines entités. Comment tout ça va se découper dans le futur? C'est des questions qui vont sûrement se lever dans le futur. Donc pour la slide suivante, je vais laisser la parole à David qui va vous montrer un petit peu plus au niveau des objectifs et des challenges de cette nouvelle industrie. Merci Guillaume pour cette introduction. Donc, je me présente brièvement. Donc, David Bourdier, je travaille chez Keysight. Je suis en charge de l'aérospace et de défense pour l'Europe. Keysight, ça fait 80 ans qu'on existe, hein. Nos précédents noms étaient Agilent et HP, Hewlett-Packard. Donc, on a un focus sur tout ce qui est instrumentation de pointe dans l'électronique au sens large, hein, sur différents domaines, et aussi pas mal d'outils d'aide au design et autour du test. Je vous propose maintenant de faire, merci donc du coup Guillaume, je vous propose maintenant de faire un focus plutôt haut niveau sur les objectifs et les challenges du New Space. Comme il a été dit, donc l'objectif principal du New Space est d'ouvrir l'espace à tous, hein, en termes d'accessibilité, d'utilisation et de services. Et pour cela, l'exploitation des orbites basses permet de grandement réduire les contraintes techniques pour accéder à ce nouvel espace. Dans cette dynamique, l'évolution des usages est un des fers de lance, hein, du New Space. On y retrouve des activités accrues autour des thématiques historiques, comme l'observation de la Terre, avec une approche plutôt sur du développement durable, de la détection d'événements et de la sécurisation, et des activités un peu plus nouvelles, on va dire, ou étendues, qui sont sur de l'internet haut débit par satellite de partout sur le globe, embarquer aussi des moyens de communication avancés dans les avions pour Monsieur Tout-le-Monde, et aussi des technos type Direct to Device qui vont arriver. En termes de nouveaux services, on voit aussi apparaître des services autour de tout ce qui va être gestion des débris spatiaux, service de maintenance en orbite, qui est quelque chose d'assez novateur. Et à l'extrémité de cette offre, on retrouve le tourisme spatial. Donc on voit que l'offre est assez élargie par rapport au spatial historique. Tout cela est possible grâce à une démarche forte d'innovation. L'innovation joue vraiment un rôle central, hein, dans le New Space. Ça transforme radicalement le secteur du spatial avec, par exemple, la miniaturisation des satellites, hein. On parle maintenant de nanosat, des lanceurs réutilisables, hein. Je ne reviens pas sur les communications et les vidéos qu'on a pu voir récemment encore. Et aussi sur l'intégration de nouvelles technologies autour de tout ce qui est IA et Big Data. C'est quelque chose qui est assez important. Le quatrième objectif, qui n'est pas des moindres, hein, c'est l'autonomie stratégique. C'est vraiment un enjeu crucial pour de nombreux pays, et notamment en Europe. Maîtriser son espace, maîtriser les données sont vraiment des enjeux commerciaux, mais aussi des enjeux de sécurité et de défense. En termes de challenge, comment se traduisent ces objectifs? Tout d'abord, un nouveau modèle économique, hein. On voit qu'en plus des acteurs historiques et des soutiens étatiques et européens déjà en place, on voit l'arrivée d'acteurs et d'investisseurs privés qui agrandissent le cercle de l'écosystème du spatial. Et ce nouvel écosystème cherche une rentabilité rapide maintenant et rebat de ce fait aussi les cartes de la compétitivité qui était plutôt internationale uniquement avant et qui maintenant devient plutôt aussi nationale. Nous voyons à travers ce nouveau modèle économique apparaître aussi des nouveaux modèles d'affaires assez innovants, comme par exemple de l'allocation de capacités satellitaires ou aussi de la capacité sur du lancement à la demande. C'est vraiment quelque chose d'assez novateur. Le modèle industriel est lui aussi impacté, hein, par l'évolution de cet écosystème, hein. Il faut concevoir plus vite et moins cher, hein. Le time to market drive de plus en plus l'outil industriel, nécessitant une évolution des process, des méthodes,
de conception, des flux d'approvisionnement et aussi de production. L'un des événements majeurs au niveau de l'évolution de ce modèle industriel est l'arrivée de la production en série dans le secteur du spatial. C'est vraiment quelque chose qui est très impactant aujourd'hui. Pour relever ces défis, la normalisation devient un point majeur aussi dans le succès du New Space en Europe. On reviendra peut-être sur ce point-là lors des questions, mais le business model Starlink est difficilement, voire pas applicable directement en Europe. On a un Elon Musk qui développe aujourd'hui son propre standard de communication et qui maîtrise quasiment l'ensemble de la chaîne de valeur, du lanceur jusqu'au satellite, la partie opérateur jusqu'au service. Donc c'est difficilement applicable aujourd'hui en Europe. Donc la normalisation, dans ce cadre-là, a pour objectif vraiment de structurer, de fédérer l'écosystème autour d'un besoin ou d'un service, comme par exemple pour la 5G NTN ou la 6G via la 3GPP. Maintenant, autour de cette normalisation, le challenge se trouve dans le fait qu'il est nécessaire de faire coexister ou d'avoir une normalisation qui convient à un ensemble d'acteurs qui proviennent maintenant de différentes origines, du télécom, du spatial, et qui ont des visions, des contraintes techniques, des visions business très différentes. Voilà. C'est vraiment un des gros challenges. Le dernier point, comme abordé juste au-dessus, la souveraineté nationale et la souveraineté européenne restent essentielles. Je dirais même les souverainetés nationales. C'est quelque chose qui est très différent par rapport aux États-Unis. Donc là, l'alignement est clair, on va dire, sur les objectifs d'indépendance technologique, de protection de données et des communications. Les acteurs privés ont leur propre approche pour sécuriser leur business, mais à une échelle beaucoup plus restreinte. Aujourd'hui, les programmes nationaux gèrent assez bien ces problématiques-là. La difficulté, le challenge commence au niveau des démarches européennes. On a pu le voir dans le passé, on le voit encore aujourd'hui avec un projet comme Iris Carré. Le qui, quoi reste toujours très compliqué à établir du fait des enjeux industriels et nationaux. Voilà. Cela impacte aussi du coup le positionnement de l'Europe dans un écosystème plus global. Voilà. Next. Slide suivant, Guillaume, s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà, je vais aborder vraiment très brièvement ce slide. L'objectif est de venir illustrer la complexification de l'écosystème spatial, de son découpage. On va voir en bleu plutôt des acteurs focus sur tout ce qui est le segment spatial. Donc, on va retrouver des fabricants de satellites, des fabricants de lanceurs, des fournisseurs de services de lancement aussi, des opérateurs satellitaires. Et en orange, d'autres acteurs qui sont plutôt sur le segment sol, comme les opérateurs réseau télécom, les fabricants ou les fournisseurs de services autour de tout ce qui est station sol, téléport, et aussi des fabricants de terminaux, des équipementiers, des fabricants de composants. Donc on voit là que l'écosystème maintenant englobe des gens du télécom et du spatial, et que cet ensemble doit coexister et s'aligner pour pouvoir fournir des réseaux de communication TN et NTN de plus en plus complexes. Voilà. Je te repasse la main, Guillaume, pour un focus sur certains acteurs et marchés. Ça marche. Merci beaucoup, David. Alors effectivement, nous, de notre côté, donc tu en parlais parfaitement juste avant. Ce qu'on a fait, nous, récemment, on s'est intéressé à ce marché du New Space, et notamment, c'est, comme je vous en disais en préambule, sur les émergences massives d'utilisation. Et ce qu'on a pu identifier, c'est vraiment trois types d'utilisation aujourd'hui, qui est du broadband Internet, de la connectivité cellulaire et de la connectivité en vol. Donc aujourd'hui, c'est voilà, donc vous avez sur la gauche, voilà, donc typiquement c'est ce qu'offre Starlink. Donc comme le disait David, on est sur un système très fermé, avec une maîtrise de A à Z du lanceur jusqu'à l'offre de service. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui aussi apparaître, c'est donc cette connectivité cellulaire, donc device to device. Donc, vous avez des acteurs du milieu du consumer, de type Apple, Samsung, Huawei, qui implémentent justement des chips dans leur téléphone dans les zones qui sont non couvertes
par un réseau classique terrestre, de pouvoir envoyer voilà, quelques très simples messages. Donc voilà, il y a beaucoup de communication qui est fait autour de ça. Voilà, ça intrigue les gens et voilà, c'est un service qui est en devenir et qui voilà, si on voulait prendre plus de temps, on pourrait analyser voilà, quelles sont les menaces et les opportunités qu'on peut distinguer dans ce marché-là. Voilà, on peut avoir des opérateurs qui peuvent se sentir menacés. Ouais, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser autour de ça. Et d'autres services voilà, qui apparaissent vraiment récemment, c'est vraiment la connectivité en vol pour les avions. Donc là, après, je vous ai mis quelques petites slides pour vous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui, quelles sont les antennes qui sont embarquées sur les avions. Donc c'est en plein développement. Alors après, le marché n'est pas énorme, mais en tous les cas, ça permet je veux dire, un énorme en termes de volume au niveau d'équipement Il des faut avions. noter le Par seul contre, moyen de le marché accessible est plutôt intéressant. Donc ici, c'était juste pour vous résumer un petit peu sur les différents orbites que l'on a vus jusqu'à présent, quels étaient les pros et cons de chaque orbite. Donc ça, je ne vais pas y passer longtemps là-dessus, je préfère qu'on se concentre sur nos invités un petit peu plus tard, mais voilà, c'est de montrer les avantages de ce lot, de ce basse orbite et des acteurs qui arrivent ici, parce qu'on est vraiment dans un changement de paradigme, comme le disait David, on est sur des lancements, c'est sur de la série, on n'est plus sur de la haute joaillerie, j'allais dire. On est vraiment sur voilà, des lanceurs, c'est des satellites, on verra un petit peu plus tard. Voilà, les durées de vie de ces satellites lancés sont de l'ordre de 5 ans, alors que jusqu'à présent, quand on lançait un satellite, c'était voilà, 15 ans minimum de durée de vie. Voilà, on a un changement et tout ça a des répercussions sur la chaîne de valeur et aussi la chaîne d'approvisionnement, bien, très, très clairement. Voilà, c'était pour rester un peu On a tous été enfants, je pense qu'on a tous peut-être été passionnés par les fusées. Donc voir ce type de lanceur aujourd'hui se propulser dans l'espace de manière très régulière. Là, on voulait juste vous montrer un petit peu quelles étaient aujourd'hui les différentes offres que l'on avait ici. Donc beaucoup d'Américains alors, un peu de Russes et de l'Européen. Vous avez aussi un peu donc les Chinois qui arrivent sur ce marché-là. Donc, eux-mêmes sont en train d'établir leur constellation. Donc, aujourd'hui, ils utilisent plutôt des satellites géostationnaires pour fournir des services type ce que je vous avais dit sur le device to device aujourd'hui. Donc, c'est très forte latence, bande passante très, très faible. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution qu'on attend sur ces lanceurs et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Nos analystes ont aussi un petit peu essayé d'estimer voilà le nombre de lancements que nous aurons dans les années qui viennent. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais voilà, leur explication, c'est que on est dans une forte progression des lanceurs, parce que voilà, c'est une course et que tout le monde cherche à équiper sa constellation au plus vite, d'avoir quelque chose le plus complet possible. Et donc, on s'attend à horizon 2026-2027, quand la majeure partie des constellations devront être complètes. Donc, on sera plutôt sur un cycle de remplacement qu'un cycle d'équipement. Voilà, on s'attend à avoir une petite baisse de ces lanceurs. Donc là, vous avez un peu une décomposition entre les différentes zones géographiques. Donc voilà, le rapport que l'on sort parle un petit peu de tout ça. Pour mettre un petit peu de chiffres là-dessus, donc ce qu'il faut voir au niveau de ces constellations qui vont être déployées. Donc très clairement, aujourd'hui, voilà, vous avez 6300 satellites en orbite sur les acteurs que vous voyez ici. Donc à 95%, on va dire, même 98%, c'est du Starlink. Et ce qui est en attente au niveau US, on est sur de l'ordre de 18 000 satellites en attente là-dessus. Donc, avec les différents projets, ici, vous voyez des noms type Amazon, vous avez Space Mobile, EchoStar, Telestat. Voilà. Alors, en Europe, voilà, nous en avons 648 avec Eutelsat, donc OneWeb, plus connu sous le nom de OneWeb. Donc, il y a eu des rachats entre-temps à ce niveau-là. Donc, vous avez Satelliot aussi, Astrocast.
Par contre, comment dire, le restant à envoyer est plutôt beaucoup plus faible, de l'ordre de 1000 satellites. Alors voilà, le chiffre a le temps de grossir dans les années qui viennent, mais on sent qu'on est sur un niveau bien en dessous de ce qui se fait aux US. Et au niveau Asie, donc surtout au niveau de la Chine, voilà, il y en a 44 en orbite au niveau LEO, hein, on est d'accord. Et il y en a 2100 qui sont en attente d'être lancés pour venir compléter les constellations auxquelles on s'attend dans les années qui viennent. Donc voilà, on sent qu'il y a un momentum qui est un peu différent sur ces différents marchés. Et c'est là où il faut rester vigilant au niveau européen. Voilà, comme le disait David, on a une souveraineté à assurer et une indépendance qu'il est nécessaire d'avoir dans le futur. Donc voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser quand on voit cette évolution-là. Là, c'était pour vous donner un petit peu de taille marché, à quoi s'attendre, voilà, horizon 2040. Donc là, vous avez une projection de Morgan Stanley. Donc rien d'étonnant. Alors, comme toujours, ne pas prendre ces chiffres non plus pour argent comptant. Ça a le temps de largement évoluer. Mais vous voyez qu'il y a une répartition qui pourrait être assez intéressante. Donc une majorité voit pour de l'utilisation pour notre communication par Internet. Vous avez une belle part pour tout ce qui est donc voilà communication terrestre pour du ground equipment. Au niveau du gouvernement aussi, donc voilà peut-être pour alors ce qu'on parlait un petit peu pour de la surveillance climatique ou pour voilà des astres naturels. Voilà, on risque d'avoir ce genre d'usage sur ces constellations et aussi évidemment pour d'autres services bénéfiques. Euh, Mettre un petit peu aussi pour, voilà, il y a les précurseurs dans alors peut-être pas précurseurs, mais les plus avancés aujourd'hui. Donc c'est vraiment Starlink. Ils ont une évolution technologique qui est très impressionnante. Voilà, nous, alors voilà, on n'a pas encore la capacité d'analyser les satellites qui sont envoyés dans l'espace. Voilà, on aimerait bien, mais on ne l'a pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est les équipements sur le sol. Donc, on a pu ouvrir à tous ces systèmes de captation des ondes radio pour Starlink, et donc d'ouvrir un petit peu ces systèmes-là et de voir ce qui se passait dedans. Donc on a des informations là-dessus, on a des rapports, et si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez revenir vers moi, il y a aucun problème. Voilà, aux US, on a surtout Amazon Kuiper qui risque d'être le second gros acteur là-dedans. Donc, je ne m'épancherai pas sur tout ce qui est les bandes de fréquences. Donc, voilà, c'est des projets particuliers sur les bandes de réception-transmission voilà, qui vont nous permettre d'atteindre des débits qui pourraient être intéressants et des applications qui vont pouvoir prendre corps dans les années qui viennent. Donc pour revenir à ce qui se passe au niveau Europe, donc c'est vraiment OneWeb qui va être notre fer de lance hein, de ce que nous pensons. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver au niveau de OneWeb. Donc voilà, vous avez différents équipements, donc tout ce qui va être embarqué. Et donc ça, c'est peut-être des conclusions qu'il faudra qu'on aura à la fin de ce webinaire. C'est que voilà, on a des faiblesses en Europe, mais on a aussi des forces. C'est que voilà, la majorité des blocs technologiques pour assurer notre indépendance là-dessus est plutôt bien maîtrisée en Europe. Donc voilà, c'est une chance pour des acteurs type OneWeb de pouvoir se sourcer majoritairement, on va dire, dans la région. Voilà, quelques détails sur les terminaux qui vont pouvoir être compatibles avec OneWeb. Vous avez ici les prix de ces terminaux-là. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être dans les slides suivants, c'est pour vous montrer justement je vous parlais tout à l'heure de la connexion en vol au niveau des avions. Donc là, vous avez récemment une très forte évolution à ce niveau-là. Euh, donc pour vous donner un ordre d'idée, le kit pour connecter les avions là-dessus, c'est de l'ordre de 150 000 dollars, euros, si vous voulez, avec des frais de souscription qui sont de l'ordre de 2 000 à 20 000 euros alors par mois. Donc voilà, ça c'est ce que la compagnie aérienne va payer pour équiper leurs avions pour permettre à
leurs voyageurs de surfer pendant leur vol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une évolution vraiment technologique au niveau de ces antennes, parce que vous imaginez bien que l'intégration sur la carlingue de ces avions est hautement problématique, que ce soit au niveau aérodynamisme des avions, donc de la consommation et donc de la rentabilité des vols. Donc voilà, vous avez ici conventionnellement, ces antennes-là, elles étaient plutôt, elles avaient une hauteur qui pouvait atteindre 35 cm. Et aujourd'hui, avec l'évolution technologique, vous avez des antennes qui font une hauteur de 7 cm. Donc là, c'est tout à fait compatible avec les standards de l'industrie aéronautique. Donc là, c'était pour vous mettre un petit mapping de ces communications en vol au niveau des différents satellites. Donc au niveau des différents de la supply chain, au niveau des satellites opérateurs, des service providers et des equipment manufacturers. Donc vous avez quelques noms de sociétés qui travaillent là-dessus pour l'intégration de ces terminaux. Alors nous, à Yole Group, notre cœur de métier, c'est d'aller jusqu'aux composants, jusqu'au électronique. Donc en fait, on projette quel va être au niveau de l'ARF, quels vont être les types de composants qui va se développer dans les années qui viennent. Alors au niveau volume, on est plutôt à ce qu'on va retrouver sur le sol, où on va être vraiment sur les gros volumes. Tout ce qui est dans l'espace, pour l'instant, notre analyse, on la réserve pour nous parce que voilà, on cherche à la calibrer et pouvoir discuter avec des acteurs qui vont pouvoir nous renseigner sur toutes les technologies embarquées. En tous les cas, ça nous permet de projeter cette industrie qui, pour nous, à horizon 2030, pourrait arriver de l'ordre du milliard de dollars. Quand même. Donc c'est quelque chose d'assez important. Alors, on a beaucoup parlé de RF, de connectivité, et je voulais juste faire une petite digression à ce niveau-là, c'est que pendant des années, à Yole, on a suivi tout ce qui est capteur inertiel, qu'on embarquait notamment dans les satellites, dans l'aviation, tout ça. Et on a vu ce virage des satellites basse orbite arriver avec des acteurs qui demandaient justement des solutions inertielles. Alors vous savez, vous avez les Star Trackers qui permettaient de recalibrer les satellites, l'orientation des satellites qui étaient communément apportés. Sur les satellites basse orbite, les solutions, il y a plusieurs solutions qui sont testées. Et aujourd'hui, il nous semble qu'il y a surtout des solutions donc inertielles alors je vais pas dire bas de gamme, parce que c'est pas des solutions bas de gamme, mais c'est des solutions de l'ordre de 7 à 10 000 euros qui sont embarquées dans ces satellites-là pour justement recalibrer la direction, la trajectoire de ces satellites. Et donc voilà, vous avez des acteurs du domaine inertiel qui sont intéressés par ce genre de nouvelles applications, parce qu'effectivement, alors même si ces constellations sont de plusieurs milliers de systèmes, voilà, comme ils sont à renouveler tous les 5 ans, enfin tous les 5 ans, vous avez quand même une forte proportion à renouveler, c'est un business récurrent qui est potentiellement intéressant. Et donc là, je voulais redonner la parole à David, parce que comme je vous en parlais, c'est un changement de paradigme dans la conception de tout ce qui est embarqué, de toute cette industrie provoque, et notamment d'être dans une démarche qui est un peu différente de ce qu'on a pu constater sur les décennies qu'on a pu voir sur cette technologie. Donc David, je te laisse commenter ces slides avec plaisir. Merci Guillaume. Oui, comme on le disait, donc l'industrie, vraiment, l'impact industriel est très important. Donc, de grandes tendances émergent autour du design, de la production et du test. Donc, côté design, ce nouveau contexte qui tend à réduire les temps de développement, le time to market reste le nerf de la guerre. On voit donc apparaître de l'implantation de process de développement agile, qui étaient jusque-là plutôt réservés à des domaines moins critiques. L'innovation, comme je disais aussi auparavant, est un élément clé. On retrouve l'innovation aussi bien sur des processus de design. On voit de plus en plus l'utilisation de moyens de modélisation, de simulation, l'utilisation aussi d'approches de conception modulaire ou l'utilisation d'architecture SDR qui permet de gagner rapidement du temps sur les phases de design. On a aussi cette innovation qui intervient sur la partie technologie,
plus loin de l'électronique, mais c'est tout ce qui touche au système de propulsion réutilisable, par exemple. Mais si on revient sur de l'électronique, aujourd'hui, on voit que la technologie quantique permettrait d'accroître les capacités de différentes payloads. Comme déjà abordé, la standardisation est clé, hein. Elle n'est pas simple à implémenter dans ce nouveau modèle industriel parce qu'elle doit avoir un équilibre entre la standardisation et l'innovation. Donc la standardisation, on la voit à travers la compatibilité des systèmes qui essaie d'être mis en place avec une approche modulaire qui permet de gagner du temps et des coûts du coup sur le design. L'utilisation plutôt maintenant de composants standards, hein, initialement dédiés à d'autres secteurs, qui permet aussi de faire des économies d'échelle, mais qui entraîne des besoins supplémentaires de customisation ou d'adaptation à l'environnement du spatial. La personne de Wupatec reviendra sur ce sujet-là un peu plus tard. Côté production, l'impact est tout aussi visible, hein, comme on l'a dit, l'enjeu stratégique est la maîtrise d'une production série maintenant, donc qui est vraiment quelque chose de très nouveau, hein. On parlait de quelques satellites par an produits avant, maintenant on parle de quelques satellites par jour. On a vu les chiffres sur les constellations là-haut. C'est vraiment l'enjeu majeur dans le secteur du spatial, clairement. La fabrication elle-même est donc impactée, hein. Aujourd'hui, les nouveaux entrants qui viennent de différents domaines, hein, pour certains qui viennent du wireless, du télécom et d'autres domaines, donc apportent des techniques et des process déjà éprouvés dans ces secteurs-là, mais qui doivent être adaptés à la criticité et aux contraintes du spatial. A contrario, les acteurs historiques qui sont aguerris sur ces contraintes liées au spatial doivent repenser complètement leur process pour tenir ces cadences-là, mais tout en maîtrisant aussi ou en maintenant le niveau d'excellence qu'ils avaient jusqu'à maintenant sur les constellations géo, par exemple. On voit donc apparaître, par exemple, l'utilisation d'une supply chain de composants, donc déjà aguerris sur la production série, hein, on parlait juste avant donc, du wireless, de l'automobile. Ça permet de fiabiliser les différents processus, d'avoir un processus, par exemple, d'approvisionnement qui est déjà aguerri et qui maîtrise déjà la production série, des packaging déjà adaptés au niveau des composants. On trouve aussi d'autres techniques comme la fabrication additive pour certaines pièces, hein, qui va aussi dans ce sens de gagner du temps. Aujourd'hui, on utilise de la fabrication additive pour des antennaires, pour du beamforming, ce qui était quelque chose qui était encore impassable il y a quelques années. Toujours dans cette partie production, le pilier standardisation est aussi là essentiel, hein. Le manufacturing dédié maintenant aux constellations Léo se compose de plusieurs lignes d'assemblage, hein. Elles sont multiples, elles sont automatisées, elles sont parallélisées, parfois même dans des sites distants. Donc pour tenir les cadences et maintenir une certaine homogénéité au niveau des produits, il est crucial de standardiser la mise en place de ces lignes, les modes opératoires, des process de contrôle et aussi des process de maintenance. Entre, on va dire, ces deux piliers, hein, le design et la production, eh bien, il y a un autre pilier qui est aussi très important, qui est le test, hein. Les étapes de validation, de vérification à différents moments de la chaîne sont vraiment incontournables et elles sont aussi impactées. L'une des évolutions majeures dans le processus de design est l'utilisation des simulations maintenant aussi dans le test. On utilise ces simulations pour faire du test au niveau composant, au niveau système, mais aussi au niveau système de système. Quand on parle de simulation, on parle aussi bien de modélisation comportementale, hein, que de simulation de systèmes d'environnement physico-réaliste. Par exemple, typiquement, des moyens de simulation GNSS qui vont permettre de recréer un environnement électromagnétique, mais aussi dynamique pour des récepteurs GNSS qui sont attestés. L'automatisation des tests est aussi un enjeu clé aujourd'hui, hein.
on se trouve dans un cycle où les équipements de test peuvent avoir à favoriser soit des systèmes de tests complexes, permettant de tester des composants, des sous-systèmes ou une payload complète, de tester aux limites, hein, donc avec des signaux modulés, représentatifs, ou aussi des signaux incluant des distorsions, ou plutôt on se situe des fois dans du test rapide, comme pour de la production. Donc l'automatisation est vraiment donc clé, hein, pour l'ensemble de ces tests, hein, qui nécessitent soit de la précision et de la répétabilité, soit des temps courts. Du coup, Amcad en parlera beaucoup mieux que moi juste après. Voilà. Pour clore ce sujet du test, hein, nous voyons aussi émerger une nouvelle tendance, hein, jusque-là réservée plutôt à des domaines comme l'aéronautique. Ce sont les tests en vol. Voilà. L'arrivée des tests en vol dans le domaine du spatial montre que voilà, le New Space casse vraiment les codes et requiert de repenser complètement l'approche. Donc les lancements sur les basses orbites étant facilités et aussi accessibles à faible coût, cela ouvre la porte à l'implémentation de payloads proto, hein, dans des satellites mis sur orbite, et ça permet de réaliser directement des tests système en grandeur réelle. Slide suivant, Guillaume. Voilà, merci. Donc là, je ne vais pas m'étendre longuement sur ce slide, mais brièvement, ce graphique a pour objectif de schématiquement montrer la diversité et l'implication des outils de support au design et des outils de test sur l'ensemble de cycles de conception et de vie du produit. On y retrouve une mixité de moyens avec des outils historiques, hein, comme les OGSE et les SCOE, qui sont très connus dans le domaine du spatial, hein, donc dédiés à du power, dédiés à de l'ARF ou dédiés à des payloads spécifiques. On retrouve aussi des moyens de qualification, on va dire, à un étage plus bas, donc soit au niveau composant, soit au niveau sous-système, comme en bas à droite, hein, c'est un compact antenna test range que Keysight fournit pour de la mesure d'antennaire, de faisceaux d'antenne. Voilà. Et on retrouve aussi maintenant donc ces nouveaux moyens de simulation, ou on pourrait appeler ça aussi du jumeau numérique, qui interviennent depuis le début du cycle au niveau de tout ce qui est mission concept, R&D, puis tout au long du cycle jusqu'à la maintenance. Voilà. Le point le plus important là-dedans, c'est la cohérence de la testabilité sur l'ensemble du cycle. Et la gestion de la donnée est aussi quelque chose d'essentiel, hein, comme on le voit maintenant sur la chaîne de conception de ces environnements-là. Il y a beaucoup d'acteurs. Il est important que la donnée sur chaque test puisse être exploitée par l'ensemble de la chaîne, une fois de plus, pour gagner du temps et puis pour assurer la maturité des systèmes à terme. Voilà. Je ne sais pas si je ne me trompe pas maintenant la main à Sully, côté Wupatec. Oui. Merci David. Bonjour à tous, je suis Sylvain Play, ingénieur de conception RF chez Wupatec. On est une entreprise basée à Limoges et présente également à Toulouse. On fournit des solutions pour les systèmes de télécommunication en travaillant à la fois sur la partie amplificateur de puissance RF, mais aussi sur le développement numérique, ce qui nous permet d'apporter des solutions complètes à nos clients. Et c'est cette expérience dans les télécoms terrestres que l'on met à profit dans le domaine du New Space. Comme c'était dit précédemment, contrairement aux solutions historiques du secteur qui étaient souvent sur mesure, dédiées à des applications très spécifiques, les nouveaux acteurs du New Space privilégient des technologies déjà utilisées pour les stations au sol. Alors bien sûr, il y a des modifications apportées, mais l'approche, comme l'a dit David, est plutôt modulaire et standardisée, à l'inverse de ce qui se faisait dans le passé, avec l'objectif, comme on a dit, de réduire les coûts, mais surtout de raccourcir la partie délai de conception. Alors, si on prend l'exemple des amplificateurs de puissance, pour ce qui nous concerne directement, on avait historiquement l'utilisation des technos 3.5, donc GAS et GAN, mais on observe aujourd'hui avec les
avec le passage aux orbites LEO, le retour de techno silicium, comme le LDMOS. Et cette tendance s'applique sur le PA, mais sur tous les composants qui constituent le satellite en orbite LEO. Slide suivante, s'il te plaît. Une autre tendance avec le New Space, comme c'était dit, c'est le côté service. C'est des missions qui sont plus propriétaires, mais qui doivent s'adapter à des besoins changeants. Il n'est pas possible de modifier le matériel en vol, mais par contre, on peut venir modifier la partie logicielle. C'est ce qu'on appelle la SDR, le Software Defined Radio. Donc, ça permet de modifier les protocoles, les fréquences, on peut aller jusqu'à modifier les applications par une mise à jour à distance du logiciel, ce qui permet d'avoir des systèmes plus adaptables. Et grâce à cette capacité logicielle, on peut reconfigurer les satellites en fonction de besoins qui changent au cours des missions et avoir une agilité qu'on n'avait pas précédemment. Et donc, c'est ce besoin de flexibilité, de reconfigurabilité, qui fait que la SDR est très présente dans le New Space. Slide suivante. Alors, il faut que cette flexibilité logicielle, bien sûr, soit en synergie avec la partie matérielle. Donc, il faut que toute la chaîne RF puisse avoir cette flexibilité. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant chez Woopatech, avec à la fois des ingénieurs sur la partie conception amplificateur RF, qui travaillent dans les mêmes équipes avec des ingénieurs numériques qui, eux, maîtrisent la partie technologique SDR. Ça a été abordé précédemment, mais il y a un point crucial, et notamment dans ce webinaire souveraineté européenne, c'est la provenance des composants. Donc, ne pas être dépendant de règles d'exportation, comme ITAR, puisque là, on pourra avoir des applications qui sont limitées du fait de l'utilisateur final notamment, et surtout avec un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Et pour terminer, même si les qualifications spatiales, on a besoin de moins de robustesse, que ces qualifications sont allégées, il y a quand même un besoin de test et un besoin qui change entre le spatial historique et ce New Space. Mais c'est Sébastien qui va vous en parler un petit peu plus de Shamcad. Et avant de lui passer la parole, je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, on y répondra avec plaisir. Merci. C'est Sylvain. Bonjour tout le monde, je suis Sébastien Laurent, je suis responsable de bande test chez AMCAD. Alors AMCAD réalise des bancs sur mesure, essentiellement dans le domaine de l'ARF. Et on fournit aussi des équipements RF, type matrice à relais, ampli RF et d'autres choses. Donc on va parler bande test. Alors David a déjà bien introduit le sujet tout à l'heure avec ses slides. Mais si on revient un petit peu à la définition, qu'est-ce que c'est qu'un band test ? C'est un système qui permet de mettre un produit en condition d'utilisation paramétrable et contrôlée afin d'observer et mesurer son comportement. Donc, par exemple, un produit qui fait partie d'une chaîne de transmission RF d'un satellite passera des tests liés aux radiofréquences, évidemment, mais aussi liés à son environnement, la température et, par exemple, le vide spatial. Alors, tous ces tests génèrent de la donnée et cette donnée sera traitée pour analyser des spécifications ou dire, par exemple, si un produit est bon ou pas, type de test go-no-go, on appelle ça. Elle pourrait être stockée dans une base de données et rendue visible sous forme de rapport à toutes les personnes travaillant sur le projet ou sur le produit. Alors, ces dernières années, notre utilisation de la donnée est très mise en avant. C'est la réalisation de modèles dans le but de faire de la simulation. Alors, l'intérêt évident est que l'on peut simuler les comportements du composant, du sous-système ou même du système entier avant de vérifier, par exemple, le cas réel. Alors, la simulation, ce n'est pas nouveau. Mais par contre, on voit de plus en plus de simulations complexes, sous système ou système, rendues possibles notamment grâce aux possibilités de calcul de ces dernières années.
Donc, quand est-ce qu'on a besoin d'un banc de test? David en a déjà un petit peu parlé, mais on en a besoin donc à la conception, à la production, à la maintenance et quand on optimise notre produit. Donc, à la conception, on va faire des tests de maquettes, de prototypes. À la production, on va faire du test de série. Donc, maintenant, avec, on va dire, le nouvel air spatial ou le New Space, comme on dit, effectivement, on se rapproche de plus en plus de tests de composants ou produits séries comme il y a dans l'automobile ou des choses comme ça. Quand on fait de la maintenance, ben, on va analyser le problème rencontré. Alors après, on peut avoir dans la maintenance 2 niveaux de maintenance. La première qui pourrait être utilisée sur un banc de production et la maintenance de niveau 2 où là, on va étudier et ouvrir en gros le produit pour vérifier ce qui s'est passé. Et ensuite, l'optimisation, on va faire du test de maquette, de prototype pour optimiser le produit. Alors, dans toutes ces phases de développement, évidemment, on engrange des données et donc le jumeau numérique sera optimisé. Alors, étant donné la demande de test de plus en plus complexe et la cadence de développement du secteur spatial sur des produits eux-mêmes, effectivement de plus en plus complexes, le banc de test de type ATE, dit Automatic Test Equipment, devient quasi une obligation en fait. Hein. Et donc, le banc ATE, alors je vais définir un petit peu plus sur la slide en dessous ce que sera le banc ATE, mais pour synthétiser, il va améliorer la qualité des produits, il va réduire le temps de la mise sur le marché, il va réduire les coûts, et puis il va augmenter, et puis il va améliorer le cycle de développement du produit. Est-ce que tu pourrais... Parfait, merci. Donc, quels sont les constituants ou on pourrait dire les recettes d'un banc de test ATE? Alors, la base, évidemment, c'est qu'il faut un instrument qui communique avec les autres, donc un protocole de communication lié à un PC ou ce genre de choses. Typiquement, dans l'instrumentation, dans le spatial, on utilise des systèmes sur la norme SCPI, par exemple. On va intégrer donc différents instruments qui sont sur le marché dans l'intérêt de baisser les coûts. Et si les instruments n'existent pas, ben, on va les développer. Alors aujourd'hui, avec tous les moyens mis à notre disposition, que ce soit mécanique, électronique, on peut relativement rapidement créer des systèmes ou des produits ou des sous-systèmes de test assez rapidement, en fait, comparé à il y a vraiment quelques dizaines ou quinzaines d'années. On peut aller quand même, les phases de développement des équipements considérablement réduits. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en intégrant différents types d'instruments, que ce soit du marché, ceux qui sont fabriqués par nous-mêmes, par exemple, on se retrouve vite avec des bancs de test extrêmement complexes à piloter. Alors, c'est pour ça qu'aussi, comme on peut le voir un peu sur le schéma qui est au milieu, là, on peut déplacer une partie de l'intelligence du banc pour augmenter la fiabilité de l'ensemble en utilisant des passerelles d'instruments entre les différents instruments de bas niveau et le logiciel haut niveau qui va permettre d'harmoniser les différents protocoles pour aller donc vers le logiciel haut niveau qui ne comprendra que les systèmes de commande haut niveau. Donc, tout ce matériel est piloté donc, par un logiciel qui va permettre de créer des séquences de tests. Alors, si du coup, on revient un petit peu à gauche, la partie logicielle qui comprend l'interface avec l'utilisateur doit être adaptée du coup à son utilisation, évidemment. Donc, suivant le cycle de développement et donc suivant les utilisateurs, on va avoir des besoins et des interfaces différentes. Par exemple, pour la conception, la maintenance de niveau 2 ou l'optimisation d'un produit, on va devoir avoir accès sur le banc de test à tous les paramètres. Je veux pouvoir, par exemple, faire des tests de façon indépendante. Je vais pouvoir aller modifier n'importe quel système et n'importe quel paramètre. Je vais pouvoir mettre par exemple, faire des exécutions manuelles, semi-automatiques, ajouter des points d'arrêt, ce genre de choses. Par contre,
complètement à l'inverse, en production, on va être dans un type opérateur et on dit souvent clic-bouton. Donc là, on limite énormément les accès à l'ensemble du système. Donc, une interface très basique avec des séquences automatiques, un environnement extrêmement bien sécurisé et un haut niveau d'abstraction au niveau de, comme je disais, au niveau de l'interface. Et qui plus est, donc après, pour les données, on va générer par exemple automatiquement des rapports qui seront automatiquement du coup par exemple générés et stockés dans une base de données ou sur des serveurs, etc. etc. Voilà. Donc par exemple, si on prend un petit cas d'un test spatial, donc là il s'agit d'un test en température sous vide d'une partie de chaîne de transmission. Donc c'est la chaîne d'amplification d'une antenne satellite. L'antenne d'un satellite, suivant son exposition au soleil, chauffe ou refroidit. Donc, le test consiste à vérifier que la chaîne d'amplification fonctionnera dans les conditions environnementales les plus représentatives possibles. Donc, le banc réalise des cycles thermiques sous vide tout en faisant des tests fonctionnels à des moments critiques du cycle. Donc, l'utilisateur, à la fin, vérifiera les données. Il regardera en gros la dérive entre les résultats du début, ce qu'on appelle initial functional test, et le test final functional test, par exemple. Donc, tous ces essais fonctionnels sont des tests, par exemple, qui sont tout à fait classiques dans les essais RF pour vérifier les performances de la chaîne. Alors, en haut, on voit un petit peu le banc, à quoi il ressemble. Donc, il est constitué de... Alors, qu'est-ce qu'on avait dans celui-là? Oui, on avait un PNAX de chez Keysight, de nos amis de chez Keysight, des instruments RF qui sont faits sur mesure par AMCAD, notamment des matrices à relais pour permettre de switcher entre les différentes voies de l'ampli, puisque c'est un ampli multivoie. On a des instruments et de contrôle de mesure de température, donc pour pouvoir chauffer, refroidir, et des capteurs de thermocouple, et aussi évidemment un capteur pour mesurer la pression. Et qui plus est, au final, tout en bas, ce qu'on peut voir, ce sont des alimentations pour alimenter le device under test, le produit. Et tout cet ensemble matériel est dirigé par le logiciel IQStar de Dassault Systèmes. Donc, c'est un exemple assez parlant parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce banc est utilisé à la fois pour le test TVAC, mais aussi pour du test en phase de développement et en environnement labo. Donc, il est aussi utilisé dans un test de production à travers une couche d'abstraction logicielle qui simplifie l'interface de pilotage et qui génère donc des rapports automatiquement. Le banc de production sert aussi à la maintenance de niveau 1. Donc, maintenance de niveau 1, c'est pour vérifier si effectivement le système est en panne ou pas. Donc, en gros, le fait d'avoir un seul type de banc a évidemment de gros intérêts. Donc, on a un développement unique. On a des personnes de différentes équipes qui interviennent à différents cycles de développement qui sont formés sur le même matériel. Les résultats, forcément, sont fiables entre les différentes équipes. Donc, la communication entre les différentes équipes est simplifiée. Et il y a aussi, évidemment, une facilité dans la maintenance et l'évolution du banc lui-même, puisque chaque sous-partie, on peut dire, est une sorte de module. Et donc, on a quelque chose qui peut être évolutif, recyclable pour un futur ou pour d'autres produits. Donc, voilà. Donc, pour conclure, le choix des bancs de test a un impact majeur dans le développement d'un produit. Si les choix sont pertinents dès le départ du cycle de vie du produit, il permettra de réduire le temps de mise sur le marché, de réduire les coûts, d'augmenter la qualité du produit et d'améliorer le cycle de développement du produit lui-même, quoi. Donc, dans le new space, évidemment, encore plus qu'ailleurs, avec la compétition, les cadences de production, la demande de fiabilité, on voit bien que ces notions sont absolument essentielles. Voilà. Merci Sébastien. Merci.
Merci. Du coup, on va passer un petit peu là. On vous avait juste remis un petit peu, donc je pense que tout le monde est un peu au courant de Iris Carré au niveau du programme de l'Union européenne. Donc on va pas passer le petit film, on n'a pas le temps pour ça. Donc on va juste jumper sur alors les conclusions, alors très 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 rapidement aussi. Donc c'était juste pour rappeler que voilà, le New Space, ça transforme non seulement l'accès à l'espace, mais aussi la manière dont nous l'utiliserons et bénéficierons de ces technologies au quotidien. Et on voulait mettre un peu en opposition aujourd'hui, c'est nos deux écosystèmes donc plutôt en développement que sont l'écosystème américain et l'écosystème européen. Donc aux US, en fait, on a des acteurs du milieu qui gravitent autour de SpaceX, qui est un leader qui crée un appel d'air pour tout le monde. Donc tout le monde est embarqué. Il y a un effet de masse qui est assez imposant et du coup une standardisation voilà, qui est un peu l'idée par SpaceX et tout, et l'acteur majeur. Au niveau du tissu européen, notre faiblesse, on va dire, vient peut-être de l'éclatement des acteurs qui aboutit à une convergence qui est un peu plus complexe. C'est un peu plus compliqué de naviguer là-dedans. Et donc, on a vraiment un besoin de standardisation et d'alignement dans les investissements et dans les synergies du futur. Donc peut-être là, David, tu veux rajouter quelques mots. Mais voilà, c'est pour dire qu'en Europe, on a les blocs technologiques. Il faut juste qu'on garde le cap et qu'on mette les moyens pour arriver à ce à quoi nous aspirons. Je ne sais pas si David, tu veux rajouter quelques mots. Non, pas grand-chose à rajouter. Tu as bien résumé la situation. Aujourd'hui, ce qui est plutôt positif, c'est qu'en effet, on détient l'ensemble des technos chez nous. On espère qu'un programme comme Square va démarrer assez rapidement et va permettre d'entraîner une dynamique au niveau européen. Ce qui est aussi intéressant et plutôt positif, c'est qu'au niveau national, on a aussi pas mal de petits acteurs qui aujourd'hui avancent seuls, entre guillemets. Hein. On va pas citer de nom ici, c'est pas la peine, mais voilà, on a aussi un tissu qui est très actif. On a néanmoins un besoin d'aide voilà, des différents pouvoirs publics, qui soient nationaux ou européens, voilà, j'aime pas dire rattraper le retard parce que c'est pas obligatoirement un retard si on arrive à avoir une synergie et lancer quelque chose en synergie au niveau de l'Europe. On passera devant les US qui auront quelque chose de plus unique, hein, avec un côté spécifique et Kuiper, comme tu en as parlé tout à l'heure aussi. Donc voilà, c'est plutôt la situation est quand même positive au niveau technologique. Maintenant, il faut qu'on arrive à accélérer le mouvement en Europe, clairement. Super. Merci pour cette conclusion. Donc là, je vais peut-être redonner la parole à Sandrine, si tu es là, c'est par rapport au prochain webinaire. Donc déjà, on voulait vous remercier d'avoir participé à ce webinaire en espérant avoir pu répondre à certaines de vos questions. Alors, je ne suis pas certain qu'on ait le temps pour des questions, Sandrine. On a une question. Moi, ce que je voulais, c'était malgré tout en profiter pour lancer rapidement la petite enquête pour savoir ce que vous souhaiteriez voir traité comme prochain sujet pour le prochain webinaire, sachant que le prochain webinaire aura lieu le 4 février. Donc, je lance très rapidement le webinaire, enfin l'enquête, pardon. J'espère que vous la voyez. Normalement, vous devriez la voir apparaître sur vos écrans en pop-up ou peut-être dans la conversation directement. Une seule question est venue. La question, si on peut y répondre très rapidement. Attendez que je la retrouve. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par éclatement des acteurs au niveau Union européenne? Je vais prendre la question. Donc aujourd'hui, par exemple, si on reprend certains slides de Guillaume, on voit apparaître à très haut niveau des noms comme SES, comme Eutelsat, qui sont dans des endroits en Europe, dans des pays différents. On a des acteurs qui sont historiques, mais qui aussi interviennent sur le New Space, comme Airbus, comme Thales. Et ensuite, on a un écosystème de beaucoup plus petite taille en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et en fait, on a un écosystème qui est donc éclaté à travers l'Europe parce que ces personnes-là, pour pouvoir les faire travailler ensemble, il y a, au-delà de l'enjeu industriel, il y a aussi un enjeu national.
Et ce n'est pas le cas aux États-Unis du fait d'avoir cet écosystème qui tourne autour de SpaceX ou que Elon Musk déclenche en fait. Voilà. C'est dans ce cadre-là où on mentionne qu'il y a vraiment un éclatement des acteurs au niveau européen parce qu'aujourd'hui, les différents pays peuvent contribuer à faire avancer le New Space en Europe. Il y a différents acteurs, mais ce sont des acteurs qui sont répartis dans les différents pays européens. Merci beaucoup, David. Alors, je réponds rapidement à l'une des deux questions qui sont arrivées entre-temps. Vous avez dit que la présentation est enregistrée, comment on peut y avoir accès? On va vous envoyer à tous les participants, et ceux qui s'étaient inscrits également, un petit mail pour vous remercier. Et en même temps, on vous mettra le lien où vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette présentation. Ce sera sur notre site internet. Donc voilà, vous aurez tout ça très très prochainement dans votre boîte mail. Il restait encore une question. Si on a le temps après les 18h10, donc très rapidement, y a-t-il des perspectives de microfonderie de composants en Europe pour les productions à moyenne échelle dans une optique de souveraineté? Qui répond? Bonne question. Alors, qui veut se lancer là-dessus? Je ne sais pas. Mais non, mais oui, la question se pose toujours. Honnêtement, très compliqué d'y répondre. Je pense que ce genre devrait aussi être au niveau du Chip Act européen. On va voir ce qui va sortir peut-être sur la version 2. Mais très clairement, ce seraient des axes qu'il faudrait absolument soutenir là-dessus. Alors, on sait qu'on a des fonderies en Europe qui pourraient pertinemment se positionner là-dessus. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut y mettre les moyens? Est-ce qu'on va y mettre les moyens? Donc voilà, question en suspens. Honnêtement, question difficile de répondre. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre présentation. Merci à tous d'avoir été présents. Je laisse l'enquête ouverte. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore pu répondre, soit c'est arrivé en pop-up, soit dans la conversation directement, ou soit en haut, si vous êtes sur l'application Teams sur Microsoft Pulse. Si vous cliquez sur Pulse, vous verrez apparaître normalement l'enquête. Donc, je la laisse ouverte jusqu'à demain pour avoir les réponses de tout le monde. Et puis, on enverra aussi un petit mail pour faire un Google Form où vous pourrez également y répondre. Merci à tous. Merci pour votre participation. Et puis, on vous donne rendez-vous le 4 février pour notre prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.